Bonjour à tous pour cette deuxième vidéo des premières écoutes série ayant pour objet les livres et la littérature en général et en particulier les livres étonnants, les livres singuliers, les livres insolites que l'on rencontre dans notre vie. Et pour ma part, j'avais choisi pour cet épisode le livre Le Mans analogue, intitulé Le Mans analogue de René Daumal. Alors René Daumal, c'est un auteur très très peu connu. Il avait appartenu en 1928 à un groupe de poètes révolutionnaires, de poètes alliant la poésie et la mystique pour schématiser. Et ils étaient dans cette époque des années 20 où tout le monde, il y avait des manifestes tout le temps, il y avait des groupes de poètes qui se formaient. Le plus important d'entre eux est bien sûr les surréalistes. Bien que n'ayant pas appartenu aux surréalistes, René Daumal et ses compagnons, dans le nom du cénacle qui s'appelle Le Grand Jeu, ont créé à eux une revue et ont développé dedans leur conception de la poésie, l'importance de la poésie et l'importance peut-être presque vitale dans laquelle ils s'engageaient. Et c'était une expérience qui tétillait euh, des choses concrètes comme la mort, comme la religion, comme l'existence de Dieu ou comme la maladie. Toutes ces choses-là ont été interrogées par ces gens-là qui prétendaient euh, d'une certaine façon aller plus loin que les expériences surréalistes qui se limitaient dans leur écriture et dans leur conception de la vie à une certaine forme finalement, un certain discours, donc régi par des lois et régi par une structure finalement. Et donc ce n'était pas vraiment la liberté prônée par André Breton et ses compagnons. Et René Daumal par la suite a écrit des poèmes vraiment très d'une façon très très sporadique et qui ont été regroupés pendant sa vie. Il y a eu un recueil 1936 et puis après sa mort et ils ont regroupé aussi d'autres poèmes de lui. Donc il a jamais été tenté de devenir un écrivain ou d'avoir son nom euh, dans toutes les bouches intellectuelles de Paris. Ça, c'était pas du tout le but ou l'objectif de cet auteur dans sa vie. Et il a écrit deux romans. Le premier, c'était en 1938, qui s'appelle La Grande Beuverie. Et le deuxième, c'est Le Mans analogue. Et Le Mans analogue, c'est un livre inachevé. Parce qu'il est mort, l'auteur est mort avant de l'avoir terminé. Mais une grande partie, disons 80 ou 75% du livre ont été écrits. Il ne restait à peu près que la fin, que l'établissement de l'intrigue, que les clés à donner à la fin. Et le but, le projet du livre, l'histoire, les personnages, tout ça, euh, sont dans cette édition, sont dans cette publication. Et il ne manque pas grand-chose pour que ça devienne un grand livre, j'ai envie de dire. Mais un grand livre est toujours auréolé de quelque chose qui va faire subir à cette œuvre plusieurs influences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais par contre, un grand livre qui n'est pas connu, ou un livre qui n'est pas encore un grand livre, c'est toujours un livre pour initier. Et c'est un livre pour des gens qui prennent pas, par exemple, Céline au mot près, ou Proust, ou je ne sais quel autre grand écrivain, et se contentent de s'y baigner dedans et de trouver la poésie qu'ils cherchent, ou qu'ils cherchent pas, mais ils essaient de trouver quelque chose dedans. Donc, Le Mans analogue, tout bêtement, il s'agit d'une histoire, c'est un roman d'aventure où il y a des personnages qui vont chercher l'existence d'une montagne, une montagne qui paraîtrait-il n'existe pas géographiquement,
mais qui pourrait exister dans une autre dimension, de notre univers. Et de ce côté-là, il s'appuie un peu sur les théories relativistes d'Einstein dans la physique, et d'une façon grossière, bien sûr. C'est pas vraiment au détail près cette théorie-là, ces travaux-là qui sont mis en avant dans ce livre, mais plutôt la recherche dans une courbure de l'espace-temps, un endroit non visité par les êtres humains et qui aurait été sur la Terre depuis le début et que personne n'est allé là-bas. Donc il fallait la découvrir et s'ensuit après plusieurs aventures dont le professeur Segol est le personnage le plus intéressant, le plus emblématique. Il y a le personnage de l'auteur aussi, qui s'appelle l'auteur. Et puis à un moment donné, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, au milieu du livre, on ne s'attend pas du tout, il révèle son nom, le nom du personnage de l'auteur, alors qu'au début, il a fait la description de tous les autres personnages, qu'ils soient secondaires ou pas. Et même il y avait des croquis de chaque personnage. Et ça, c'était étonnant de trouver le nom que l'auteur a donné au personnage de l'auteur dans le livre, en plein milieu de l'œuvre elle-même. Alors je ne vais pas trop tarder, sinon je vais faillir à mon but et au dessin de cette vidéo, qui est de vous lire les premières gouttes, les premières lignes, les premiers frémissements que j'ai lus dans cette œuvre. Le commencement de tout ce que je vais raconter, ce fut une écriture inconnue sur une enveloppe. Il y avait dans ces traits de plume qui traçaient mon nom et l'adresse de la revue des fossiles, l'adresse à laquelle la revue à laquelle je collaborais, d'où l'on m'avait fait suivre la lettre, un mélange tournant de violence et de douceur. Derrière les questions que je me formulais sur l'expéditeur et le contenu possible du message, un vague mais puissant pressentiment m'évoquait l'image du pavé dans la mare aux grenouilles. Et du fond, l'aveu montait comme une bulle que ma vie était devenue bien stagnante ces derniers temps. Ainsi, quand j'ouvrais la lettre, je n'aurais su distinguer si elle me faisait l'effet d'une vivifiante bouffée d'air frais ou d'un désagréable courant d'air. La même écriture, rapide et bien liée, disait tout d'un trait: « Monsieur, j'ai lu votre article sur le mont analogue. Je m'étais cru le seul jusqu'ici à être convaincu de son existence. Aujourd'hui, nous sommes 2. Demain, nous serons 10, plus peut-être, et on pourra tenter l'expédition. Il faut que nous prenions contact le plus vite possible. Téléphonez-moi dès que vous pourrez à un des numéros ci-dessous. Je vous attends. Pierre Segol, 37, passage des Patriarches, Paris. » Suivez 5 ou 6 numéros de téléphone auxquels je pouvais appeler à différentes heures de la journée. J'avais déjà presque oublié l'article auquel mon correspondant faisait allusion et qui avait paru près de 3 mois auparavant dans le numéro de mai de la revue des fossiles. Flatté par cette marque d'intérêt d'un lecteur inconnu, j'éprouvais en même temps un certain malaise à voir prendre tellement au sérieux, presque au tragique, cette fantaisie littéraire qui sur le moment m'avait assez exalté, mais qui maintenant était un souvenir déjà lointain et refroidi. Je relus cet article. C'était une étude assez rapide sur la signification symbolique de la montagne dans les anciennes mythologies. Les différentes branches de la symbolique formaient depuis longtemps mon étude favorite. Je croyais naïvement y comprendre quelque chose, et par ailleurs j'aimais la montagne en alpiniste passionnément. La rencontre de ces deux sortes d'intérêts si différents sur le même objet, la montagne avait coloré de lyrisme certains passages de mon étude. De telles conjonctures, si incongrues qu'elles puissent paraître, sont pour beaucoup dans la genèse de ce que l'on appelle vulgairement poésie. Je livre cette remarque à titre de suggestion aux critiques et aux esthéticiens qui s'efforcent d'éclairer les dessous de cette mystérieuse sorte de langage. Dont la tradition fabuleuse avait écrit en substance. La montagne est le lien entre la terre et le ciel. Son sommet unique touche au monde de l'éternité.
et sa base se ramifie en contreforts multiples dans le monde des mortels. Elle est la voie par laquelle l'homme peut s'élever à la divinité, et la divinité se révéler à l'homme. Les patriarches et prophètes de l'Ancien Testament voient le Seigneur face à face sur des lieux élevés. C'est le Sinaï et c'est le Nebo de Moïse. Ce sont, dans le Nouveau Testament, le mont des Oliviers et le Golgotha. J'allais jusqu'à retrouver ce vieux symbole de la montagne dans les savantes constructions pyramidales d'Égypte et de Chaldée. Passant chez les Aryens, je rappelais ces obscures légendes des Védas où le soma, la liqueur qui est la semence d'immortalité, est dit résider sous sa forme lumineuse et subtile dans la montagne. Dans l'Himalaya qui est le séjour de Shiva et de son épouse, la fille de la montagne et des mers du monde, de même qu'en Grèce, le roi des dieux tenait sa cour sur l'Olympe. Dans la mythologie grecque, justement, je trouvais le symbole complété par l'histoire de la révolte des enfants de la terre, qui, avec leur nature terrestre et des moyens terrestres, essayèrent d'escalader et de pénétrer dans le ciel avec leurs pieds glaiseux. N'était-ce pas d'ailleurs la même entreprise que poursuivaient les constructeurs de la tour de Babel, qui, sans renoncer à leurs ambitions multiples et personnelles, prétendaient atteindre au royaume de l'unique éternel? En Chine, il était question de montagne des bienheureux, et les anciens sages instruisaient leurs disciples sur le bord des précipices. Après avoir ainsi fait le tour des mythologies les plus connues, je passais à des considérations générales sur le symbole que je rangeais en deux classes. Ceux qui sont soumis à des règles de proportion et seulement ceux qui sont soumis en plus à des règles d'échelle. Je le rappelle pourtant, la proportion concerne les rapports entre les dimensions du monument, l'échelle, les rapports entre ces dimensions et celles du corps humain. Un triangle équilatéral, symbole de la Trinité, a exactement la même valeur, quelle que soit sa dimension. Il n'y a pas d'échelle. Par contre, prenez une cathédrale et faites-en une réduction exacte de quelques décimètres de haut, cet objet transmettra toujours par sa figure et ses proportions le sens intellectuel du monument, même s'il faut en examiner à la loupe certains détails. Mais il ne produira plus du tout la même émotion, ne provoquera plus les mêmes attitudes. Il ne sera plus à l'échelle. En ce qui définit l'échelle de la montagne symbolique par excellence, celle que je proposais de nommer le mont analogue, c'est son inaccessibilité par les moyens humains ordinaires. Or, les Sinaï, Nebo et même Olympe sont devenus depuis longtemps ce que les alpinistes appellent des montagnes à vaches. Et même les plus hautes cimes de l'Himalaya ne sont plus regardées aujourd'hui comme inaccessibles. Tous ces sommets ont donc perdu leur puissance analogique. Le symbole a dû se réfugier en des montagnes tout à fait mythiques telles que le Mérou des hindous. Mais le Mérou, pour prendre cet unique exemple, s'il n'est plus situé géographiquement, ne peut plus conserver son sens émouvant de voie unissant la terre au ciel. Il peut encore signifier le centre ou l'axe de notre système planétaire, mais non plus le moyen pour l'homme d'y accéder. Pour qu'une montagne puisse jouer le rôle de mont analogue, concluais-je, il faut que son sommet soit inaccessible, mais sa base accessible aux êtres humains, tels que la nature les a faits. Elle doit être unique et elle doit exister géographiquement. La porte de l'invisible doit être visible. Voilà ce que j'avais écrit. Il ressortait en effet de mon article pris à la lettre que je croyais à l'existence quelque part sur la surface du globe d'une montagne beaucoup plus haute que le mont Everest, ce qui était du point de vue d'une personne dite sensée une absurdité. Et voici que quelqu'un me prend au mot et me parle de tenter l'expédition. Un fou? Un farceur? Mais moi, me dis-je tout à coup, moi qui ai écrit cet article, est-ce que mes lecteurs n'auraient pas le droit de me poser la même question? Allons, suis-je un fou ou un farceur? Ou tout bonnement un littérateur? Eh bien, je peux l'avouer maintenant, tout en me posant ces questions peu agréables, je sentais qu'au fond de moi, malgré tout, quelque chose croyait fermement à la réalité matérielle du mont analogue. Je sentais qu'au fond de moi, malgré tout, quelque chose croyait fermement à la réalité matérielle du mont analogue. Je m'arrête juste ici.
pour cette fois-ci, Le Mans Analogue est un livre vraiment très étonnant, en ce sens où il réunit, disons, la verve et le rythme de Jules Verne dans tout ce qu'il a, de ce qu'il a fait dans les romans d'aventure. Il nous le rappelle très bien. Et d'un autre côté, une certaine poésie qui est teintée d'ironie concernant ce genre d'entreprise qui cherche, comme il a dit, la porte de l'invisible doit être visible. Et donc qui cherche les moyens d'atteindre l'invisible ou les moyens d'atteindre une certaine sagesse ou d'atteindre ce genre de choses. Ce qui compte, c'est le voyage. Et ce qui compte, c'est l'émotion transmise par cette expédition, ces personnages tout à fait rocambolesques, tout à fait étonnants, comme le père Sogol qui a un appartement, qui vit dans un appartement et dans lequel il donne des cours d'alpinisme. Alors les gens, pour qu'ils viennent le voir, pour qu'ils fassent des cours d'alpinisme, comme dans un appartement parisien, il n'y a pas trop d'espace, et il a mis tout un tracé, tout un système pour qu'ils puissent escalader plutôt que monter les escaliers pour venir jusqu'à chez lui, ce qui constituait donc un exercice d'alpinisme pour chaque personne qui venait le voir. Et ça, c'est quelque chose de très étonnant et de très drôle. Et le livre est quand même sous-tendu par certaines choses scientifiques qui sont très étonnantes pour l'époque, comme je l'avais dit concernant le relativisme des théories d'Einstein, de la courbure de l'espace et de l'espace-temps. Le livre est sous-titré Récits véridiques. Et une note aussi très intéressante, c'est qu'au tout début du chapitre, il nous est signifié que le Mont Analogue, c'est un roman d'aventure alpine non euclidienne et symboliquement authentique. Alors, tous ces mots-là ont un poids, ont un sens vraiment très important pour l'auteur. Non euclidienne, c'est-à-dire que, voilà, ne se basant pas sur des lois physiques connues et se basant sur des lois physiques hypothétiques, mais qui symboliquement sont authentiques. Voilà. Donc ce livre, je pense que c'est pour résumer comme ça très rapidement, je pense que c'est la littérature qui se fout d'elle-même, joyeusement, foutraquement, si je peux essayer d'inventer ce mot, mais en même temps en se prenant très au sérieux, et en disant que la plus grande œuvre de littérature, le plus grand bonheur pour un lecteur, c'est de trouver un livre qui ne puisse pas lui poser des problèmes, ou qui ne puisse pas lui poser des questions de morale ou ce genre de choses. C'est en ce sens que ce livre est vraiment très intéressant à lire et très agréable aussi. Je finis juste avec un dernier poème que j'ai trouvé dans les annexes du livre et qui, ma foi, je pense, rend hommage à son auteur, qui est un auteur singulier dont on n'a pas encore fini de lire les œuvres et de découvrir la profondeur symbolique de ses poèmes. Voici comment je me suis résumé ce que je voudrais faire comprendre à ceux qui travaillent ici avec moi. Je suis mort parce que je n'ai pas le désir. Je n'ai pas le désir parce que je crois à posséder. Je crois à posséder parce que je n'essaye pas de donner. Essayant de donner, on voit qu'on n'a rien. Voyant qu'on n'a rien, on essaye de se donner. Essayant de se donner, on voit qu'on n'est rien. Voyant qu'on n'est rien, on désire devenir. Désirant devenir, on vit. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère que cet épisode vous a plu, que vous a donné un peu d'idées pour aller chercher ce bouquin chez un bouquiniste ou parce que c'est quand même un ancien livre, je ne crois pas qu'il y ait de réédition et du coup voilà, de s'y plonger, de trouver un plaisir extraordinaire. Au revoir.